Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 8e épisode. Pour ce qui est de l'abri, je ne nierai point qu'il s'agit là aujourd'hui d'un authentique besoin vital, même s'il existe des exemples d'êtres humains ayant réussi à s'en passer pendant de longues périodes dans des contrées plus froides encore que les nôtres. Mais il est probable que l'humain n'a pas vécu longtemps sur cette planète avant de découvrir la commodité qu'il y a à avoir une maison, ce que l'on appelle d'ordinaire le confort domestique, expression qui faisait à l'origine peut-être davantage référence aux bienfaits de la maison qu'aux bienfaits de la famille. Même si ces bienfaits-là ne peuvent être qu'extrêmement partiels et occasionnels sous les climats où nous associons mentalement la maison avant tout à l'hiver ou à la saison des pluies, et où elle s'avère inutile les 2/3 de l'année, si ce n'est pour se protéger du soleil. Sous notre climat, l'été, on ne l'utilisait presque exclusivement que pour servir de toit pendant la nuit. Chez les Indiens, le wigwam valait comme symbole d'une journée de marche, et une série de wigwams peints sur un tronc d'arbre ou gravés dans l'écorce servait à indiquer combien de fois l'on avait bivouaqué. Si l'être humain a été fait aussi costaud, et avec des membres aussi puissants, ce n'est pas pour qu'il aille ensuite rétrécir son monde, s'enfermer en un espace à peine plus grand que lui. Il fut d'abord nu et au grand air. Mais bien que ce fût relativement plaisant par temps chaud et serein de jour, la saison des pluies et l'hiver, pour ne rien dire du grand soleil torride, auraient peut-être pu exterminer sa race dans l'œuf, s'il ne s'était hâté de se vêtir de l'abri d'une maison. Chaque enfant qui naît rejoue dans une certaine mesure le monde des origines, et aime vivre au grand air même par temps de pluie, même par temps froid. D'instinct, il joue à la maison et il joue au cheval. Qui ne se souvient de l'intérêt avec lequel, enfant, il scrutait les saillies rocheuses formant surplomb et tout ce qui pouvait ressembler à une entrée de grotte? C'était l'aspiration naturelle de cette partie de notre ancêtre le plus primitif qui survivait en nous. De la grotte, nous avons progressé pour passer au toit en feuilles de palmier, en écorce et branchages, en toile tissée étendue, en herbe et en paille, en planches et en ardoise, en pierre et en tuiles. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce que veut dire vivre au grand air, et nos vies sont désormais domestiques, à plus d'égards que nous ne l'imaginons. Du foyer au champ, la distance est grande. Il serait bon, peut-être, que nous passions davantage de nos jours et nos nuits sans le moindre obstacle entre nous et les corps célestes. Les oiseaux ne chantent pas dans les grottes, et les colombes ne goûtent pas leur innocence à l'intérieur des colombiers. Demandons-nous d'abord ce que peut être le strict minimum en matière d'abri. J'ai vu dans cette ville même des Indiens Penobscot vivre dans des tentes de fine toile de coton, alors que s'étendait autour d'eux un manteau de neige d'un bon pied d'épaisseur, et je me suis dit qu'ils seraient sans doute heureux que ce manteau fût plus épais pour mieux les protéger du vent. Jadis, quand la question de savoir comment gagner ma vie honnêtement en me préservant suffisamment de liberté pour me consacrer à mes quêtes personnelles était pour moi plus contrariante encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, car je me suis quelque peu endurci, il m'arrivait fréquemment de passer devant une grosse boîte de 6 pieds de long sur 3 de large, à côté de la voie ferrée, dans laquelle les ouvriers rangeaient leurs outils pour la nuit. La voyant, je me faisais chaque fois la réflexion selon laquelle une personne dans la gêne pourrait pour $1 acquérir une telle boîte et y trouver abri, après avoir foré quelques trous pour laisser passer l'air, de nuit ainsi que par temps de pluie, refermant le couvercle, et puiser la liberté en son amour et en son âme être libre. Cela ne me semblait nullement être une option affreuse, et elle n'avait absolument rien de méprisable. Un tel logis vous permettrait de veiller aussi tard que vous le souhaitez, et vous offrirait la chance à chaque fois que vous vous levez d'aller vaquer à votre gré sans être harassé par un quelconque propriétaire pour le loyer. De nombreuses personnes subissent un harcèlement mortel pour payer le loyer d'une boîte plus grande et plus luxueuse que celle-ci. Je ne plaisante pas le moins du monde. L'économie est un sujet qui supporte qu'on le traite avec légèreté, mais pas d'être évacué. Ici, jadis, la construction d'une maison confortable pour une race robuste et rude, vivant l'essentiel de son temps au grand air, ne requérait pour ainsi dire rien d'autre que ce que la nature fournissait déjà prêt. En 1674,
Gookin, alors commissaire à la question indienne de la colonie du Massachusetts, écrit « Les meilleures de leurs maisons sont couvertes très proprement, très hermétiquement et très chaudement, de plaques, d'écorces prélevées sur les troncs à la saison où les arbres sont en sève, puis aplaties sous de lourds rondins de bois. Les plus modestes sont couvertes avec des nattes de jonc tressé. Elles sont elles aussi hermétiques et chaudes, mais pas aussi bonnes que les précédentes. J'en ai vu qui faisaient 60 ou même 100 pieds de long et 30 de large. Il m'est souvent arrivé de dormir sur leur wigwam, et je les ai trouvés aussi chauds que les meilleures maisons anglaises. » Il ajoute que le sol et les parois de ces logis étaient très souvent doublés de tapis joliment tissés et brodés, et qu'ils étaient meublés de divers objets utiles. Les Indiens utilisaient des techniques tellement évoluées qu'ils pouvaient même contrôler l'effet de l'aération grâce à un tapis suspendu au-dessus du trou du toit et actionné par un petit cordage. Il fallait un jour, deux tout au plus, pour construire un tel logis au départ, puis ce logis pouvait se démonter ou se dresser en quelques heures. Toutes les familles en possédaient un, en propre ou en partage. À l'état sauvage, chaque famille possède un abri aussi bon que les meilleurs et suffisant pour couvrir ses besoins les plus frustres et les plus simples. Mais je pense que personne ne me contredira si je dis que, alors que les oiseaux ont leur nid, les renards leur terrier et les Indiens leur wigwam, dans la société civilisée et moderne, pas plus d'une famille sur deux ne possède son abri. Dans les grandes villes où la civilisation est particulièrement dominante, le nombre de personnes possédant un abri ne représente qu'une faible fraction du tout. Les autres paient, pour jouir de ce vêtement le plus externe de tous, désormais indispensable été comme hiver, une taxe annuelle qui leur permettrait d'acheter un village entier de wigwams, mais qui ne leur sert qu'à les maintenir dans la pauvreté jusqu'à la fin de leur vie. Le coût d'une chose est la quantité de ce que j'appellerais vie que vous devez offrir soit sur le champ, soit à long terme pour obtenir cette chose. Là où je vis, une maison moyenne coûte environ 800 $. Amasser une telle somme prendra au travailleur 10 à 15 ans de sa vie, même s'il n'a aucune famille à charge, en estimant la valeur pécuniaire du travail d'un individu à 1 $ par jour, car si certains en gagnent plus, d'autres aussi en gagnent moins. De sorte qu'il devra communément avoir vécu plus de la moitié de sa vie avant de posséder son wigwam à lui. La question de savoir s'il eût plutôt mieux fait de payer un loyer n'ouvre que sur un choix douteux entre deux mots. Lorsque je regarde mes voisins, les fermiers de Concorde, qui sont au moins aussi aisés que les autres classes de gens, je constate que pour la plupart ils ont trimé pendant 20, 30 ou 40 ans avant de pouvoir devenir les vrais propriétaires de leur ferme, dont ils ont souvent hérité avec charges et dettes, ou bien qu'ils ont acheté à crédit, et nous pouvons estimer qu'un tiers de ce labeur a servi à acheter les seuls bâtiments d'habitation, et que bon nombre d'entre eux n'a toujours pas fini de les payer. Et si les buts que poursuit l'individu civilisé ne sont pas plus dignes que ceux que poursuit l'Indien, si celui-là consacre la plus grande partie de sa vie uniquement à la satisfaction de besoins vitaux et de conforts fondamentaux, pourquoi devrait-il avoir un logis plus somptueux que celui-ci? Mais comment la minorité s'en sort-elle? Pour le savoir, il ne m'est point besoin de regarder plus loin que du côté des campements miséreux qui bordent partout nos voies ferrées, ultime progrès de la civilisation. Je vois dans le cours de ma vie quotidienne des êtres humains qui vivent dans des porcheries et passent tout l'hiver la porte ouverte pour avoir un peu de lumière, sans aucun tas de bois visible, ni même souvent imaginable dans les parages. Et vieux comme jeunes, tous ont la silhouette éternellement contractée à force de se raidir contre le froid et la misère qui bloquent la croissance de leurs membres et de leurs facultés. Il est certainement juste de s'intéresser à cette classe au labeur de laquelle nous devons les œuvres qui distinguent notre génération. Semblable aussi dans une plus ou moins large mesure est la condition des ouvriers en tout genre d'Angleterre, qui est le plus grand atelier du monde. Je pourrais également mentionner l'Irlande, considérée comme un des pays les plus éclairés de cette planète. Je ne doute pas que les dirigeants de ces derniers soient aussi sages que la moyenne des dirigeants civilisés. Leurs conditions de vie ne font que mettre en lumière le degré de misère sordide que sait tolérer la civilisation. La plupart des gens semblent n'avoir jamais réfléchi à ce qu'est une maison, et passent effectivement, quoiqu'inutilement, leur vie entière en état de pauvreté,
parce qu'ils croient devoir posséder une maison semblable à celle de leurs voisins. Comme si l'on devait porter n'importe quel type de manteau confectionné par son tailleur, ou bien comme si, délaissant progressivement le chapeau en feuilles de palmier ou la toque en fourrure de marmotte, l'on en venait à se plaindre de ne pouvoir s'offrir une couronne. Il est possible de concevoir une maison encore plus confortable et luxueuse que celle que nous avons, et que chacun s'accorderait pourtant à juger trop onéreuse pour nous. Devrons-nous sans cesse nous creuser la cervelle pour obtenir davantage de ces choses plutôt que de parfois nous satisfaire de moins? Les citoyens respectables devront-ils ainsi enseigner fort sérieusement à la jeunesse, par leurs mots et leur exemple, en quelle absolue nécessité ils sont de pouvoir posséder tel nombre minimal de galoches, de parapluies et de chambres d'amis vides pour accueillir des amis eux-mêmes vides avant de mourir? Pourquoi notre mobilier ne pourrait-il pas être aussi simple que celui des Indiens? Nos maisons d'aujourd'hui sont encombrées et souillées par tous ces meubles. J'avais 3 morceaux de calcaire sur mon bureau, mais je fus horrifié de constater qu'il nécessitait un époussetage quotidien à un moment où le mobilier de mon esprit était lui-même encore plein de poussière, et, pris de dégoût, je les ai jetés par la fenêtre. Comment, dès lors, pourrais-je avoir une maison meublée? Je préférerais m'asseoir au grand air, car nulle poussière ne s'accumule sur l'herbe, sauf aux endroits où l'homme a aménagé le sol. Ce sont les amateurs de luxe et les êtres dissolus qui dictent les modes que les foules suivent diligemment. La simplicité et la nudité même de la vie des humains dans les âges primitifs emportaient du moins cet avantage qu'elle lui permettait de demeurer un simple résident de passage au sein de la nature. Sitôt rassasiés de nourriture et de sommeil, ils étaient en mesure d'envisager la suite de leur périple. Ils campaient en ce monde, pourrait-on dire, et quand ils n'étaient pas occupés à suivre le cours des vallées, c'est qu'ils l'étaient à traverser des plaines ou gravir des sommets. Puis, patatras, les humains sont devenus les outils de leurs outils. Ceux qui cueillaient en toute indépendance des fruits chaque fois qu'ils avaient faim sont devenus fermiers. Ceux qui trouvaient abri sous les branchages d'un arbre sont devenus propriétaires. Nous ne campons plus la nuit venue. Nous nous sommes fixés sur terre et en avons oublié le ciel. Nous n'avons adopté le christianisme qu'en tant que vulgaire méthode d'agriculture améliorée. Nous avons construit une demeure de famille pour ce monde, pour le suivant, un caveau de famille. Les plus belles œuvres d'art sont l'expression du combat que l'être humain livre pour se libérer de cette condition. Mais notre art n'a pas d'autres effets que de rendre ces viles circonstances confortables et oubliable la possibilité d'un état plus élevé. Non qu'il faille négliger toute forme d'ornement architectural, même dans les périodes les plus rudes, mais tâchons avant tout de faire en sorte que la beauté tapisse nos maisons aux endroits où elles entrent en contact avec nos vies, à la manière de la nacre qui orne l'intérieur de l'abri d'un crustacé, au lieu de les recouvrir à l'extérieur jusqu'à les étouffer. À demain pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.